Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode de nos web-séries RAID. Aujourd'hui on va parler un peu plus précisément du RAID code, notamment la débayerisation et les métadonnées qui sont adjointes au RAID code. Pour cet épisode, je vais quand même présumer que vous avez déjà vu l'épisode précédent sur l'IPP2. Aussi, si vous n'avez pas pu le voir encore, je vous recommande chaudement de faire un petit saut et de regarder l'épisode en préambule à celui-là. Alors pour commencer, dans le dernier épisode, j'avais montré ce graphique ici pour montrer du coup la supériorité qu'il y avait d'avoir des rushs qui se réfèrent à la scène et pas à l'écran. Alors en réalité ici, je n'avais pas tout dit. Notre rush row, lui, il n'est même pas comme ça. Le rush row, il est en linéaire scène. Comme tous les photographes le savent, un diaph de dynamique, un diaph, c'est doubler la quantité de lumière. Alors on va charger un petit peu plus de mathématiques. Je vais sortir ici un joli petit graphique. Donc, j'ai reproduit ici notre échelle de diaph à gauche, mais ça correspondait à de la lumière dans la scène. On pourrait compter en nombre de bougies, par exemple, en nombre de watts qui alimentent une ampoule électrique, quelque chose comme ça. Chaque diaph est séparé par un doublement. C'est ce qu'on appelle une suite géométrique, c'est quelque chose qui grandit très vite. Et donc, si on commence avec une référence à 1, un candélabre par mètre carré, une bougie, par exemple, un diaph au-dessus, c'est 2. Mais un diaph au-dessus de ça, ça sera 4, puis 8, puis 16, 32, 64, 128, etc. Ça grandit de façon exponentielle. Donc je peux plotter ces informations sur un graphique. Et vous voyez ici que la vaste majorité de la dynamique d'une scène se retrouve avec des valeurs qui sont assez basses, somme toute. Et progressivement, ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. À chaque fois qu'on a un diaph de plus, on double la quantité de lumière. Et donc si on veut capturer cette scène dans son intégralité, il faut aussi doubler la quantification. Ça, c'est exactement ce que fait le RAID code. Le RAW est en 16 bits linéaires, ce qui est très différent des formats vidéo, notamment de l'Apple ProRes qu'on peut aussi trouver sur ces caméras. La réalité, c'est que nos écrans, les écrans qu'on utilise, ils ne peuvent pas accepter ces nombres-là. 65 536, c'est un nombre trop grand pour un écran, il ne sait pas comment l'afficher. En réalité, même les dalles professionnelles, typiquement, plafonnent à 10 bits plutôt que 16. Et donc si on prenait ces informations telles quelles et qu'on les affichait sur un écran, on aurait quelque chose d'assez limité. Donc vous voyez, si je convertis simplement les 16 bits en 10 bits, donc on divise par 64, pour faire simple, voilà, on voit que le premier diaph de dynamique, il est codé à 0. Le deuxième diaph de dynamique, le troisième diaph, le quatrième à 0 aussi. Le sixième diaph, enfin, est codé sur 1. La moitié de la dynamique de la scène, littéralement, n'est pas représentable en 10 bits. Et donc, ça serait un codage absolument terrible pour conserver la scène. En fait, on ne conserve rien, même si le capteur les a vus. Le fichier, si on le sauvegarde en 10 bits, il perd des informations, mais par des brutes arrondis. Et donc c'est pour ça que RAID a choisi le log3g10 comme codage pour la vidéo. Juste pour que vous puissiez voir ce que ça représente, je vous ai aussi mis dans ce document une échelle logarithmique. Et donc vous voyez ici, le premier diaph de dynamique est codé de 0 à 64, le deuxième de 64 à 128, etc. Si on plotte ça sur un graphique, vous allez voir ici, globalement, alors on a beaucoup moins de hauteur, on va que de 0 à 1024, mais chaque diaph de dynamique a une portion qui lui est dédiée, équivalente aux autres diaphs de dynamique. Le log, en tant que tel, c'est une répartition, on va dire, plus équitable. Elle alloue autant de signal à chacun des diaphs de dynamique. Alors, il faut garder à l'esprit que si on a fait ce recodage de 16 bits linéaires qui était dans la carte à 10 bits, c'est parce qu'il faut qu'on le fasse pour faire rentrer ce rush dans le circuit vidéo. Comme j'expliquais, les écrans ne peuvent pas afficher les nombres 16 bits. Du reste, ce 16 bits est encore en monochrome au niveau du RAW. Il n'est pas encore débayerisé. Alors, ce qu'on appelle communément la débayerisation, c'est toutes les étapes qui sont en rouge ici dans ce graphique. Et si vous regardez, en fait, la première de ces cases s'appelle débayerisation. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faudrait mieux parler de développement. Donc la première étape, évidemment, c'est la reconstitution de la couleur. Ensuite, il y a plusieurs opérations de manipulation avant la transformation en log3g10 Red Weight Gamut RGB. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Ces manipulations ici, elles sont faites dans l'espace linéaire. Le rush n'est pas encore converti en log au moment où ces opérations sont faites. Alors évidemment, si vous tournez en ProRes, malheureusement, vous n'aurez pas cette option. Quand on tourne en ProRes, on fait toutes ces étapes-là,
au niveau de la caméra, on les convertit en log et c'est le log qui est codé en ProRes. Donc là, on a un avantage énorme de tourner en RAW, c'est qu'on garde la main sur ces opérations-là. Ces opérations qui sont faites avant la conversion en log et en Red Gamut RGB. Je reviendrai par la suite sur l'ordre des opérations, mais on va s'arrêter un petit peu sur la conversion logarithmique. Si je reviens sur mon codage théorique, on avait ici du coup un logarithme. Alors ça, celui-là, il est programmé, hein, c'est le logarithme du nombre précédent, mais avec une base judicieusement choisie. Hein, j'ai pris 1,01 comme base, juste parce que ça fait un log qui me produit une belle échelle qui va de 0 à 1024. Bon, aussi parfaite qu'elle puisse paraître, elle ne correspond pas à la réalité. En fait, si on regarde le log 3G10, si je vous remets juste cette image qu'on avait la dernière fois, notez qu'elle est toute droite sur une grande partie de la courbe, et puis en bas, hop, il y a un petit arrondi. Voilà, alors ce petit arrondi, c'est important d'en prendre conscience. Hein. Lui, il va affecter la façon dont le rush sera traité au moment de la post-production. Voilà, alors il y a de très bonnes raisons à ça. Hein. Red a développé ça comme ça, puisque dans les ombres, l'information présente dans les ombres est typiquement un peu différente du reste de l'image, notamment à cause du seuil de bruit. Alors je sais que tout ça, ça paraît un petit peu technico-technique comme ça, donc je vais reprendre ça, mais avec des vraies images cette fois-ci, mais avec un logiciel qui me permet de montrer simultanément voilà, des courbes et des images. Donc si on regarde ce graphique ici, il est gravé de -9 à +9, ça c'est tout simplement nos diaphes dans la scène. Donc on a ici en rouge le linéaire scène, hein, donc, avec sa progression exponentielle. À chaque fois qu'on avance d'une case, on monte d'un diaph et la valeur double. Donc on a comme ça une courbe qui s'envole vers l'infini. Cette courbe-là est transformée en log 3G10, et vous voyez ici elle est toute droite, plus le petit pied de courbe donc j'ai décrit ici. Alors si on veut transformer ça en image, essayer de voir un peu plus ce que ça donne, ça c'est notre log, hein, donc on voit qu'il est extrêmement plat. Hein, chaque diaph de dynamique a une portion à lui du signal, et donc on a les ombres très bien décrites, les moyennes lumières très bien décrites, les hautes lumières très bien décrites, et évidemment l'ensemble est très très plat. Alors si par curiosité vous voulez regarder ce que ça donne quand on est en linéaire, on a une image comme ça, une image qui est ultra contrastée. Hein, on retrouve toutes les ombres tassées entre elles, hein, et puis ça monte lentement, et à mesure que la luminosité monte, ça explose vers l'infini. Alors évidemment, on ne représente pas des images comme ça. Ça n'a aucun sens. Nos écrans, en fait, ne sont pas aptes à les représenter comme ça, mais mathématiquement, c'est intéressant que dans le fichier, c'est comme ça qu'elles sont avant la conversion en log. Ça, c'est la scène. C'est véritablement la scène. Ces nombres qui sont dans le RAW codent exactement la quantité de lumière qu'il y avait dans la scène au moment de la prise de vue. Et donc, ces nombres ici sont les plus fidèles, et c'est eux qui nous permettent de faire des corrections de très haute qualité. Donc avant la transformation en log 3G10, on va pouvoir faire des choses comme la balance des blancs, hein, ou récupérer ou appliquer du gain au signal. Toutes ces opérations-là, on les fait dans l'espace linéaire, avant même la transformation logarithmique. Pour connecter ces choses-là un peu à la réalité, on va analyser cette scène ici. Alors si on la regarde, elle est actuellement développée avec le pipeline IPP2. Hein, donc on a ici une image qui provient du RAW. Le RAW, dans le rush, il est en linéaire, et ce linéaire est transformé en Red Gamut RGB log 3G10. C'est notre espace de couleurs intermédiaire. Alors j'aimerais qu'on regarde ici un petit peu ce qui se passe dans le waveform quand on manipule certaines des métadonnées. Hein, ça c'est l'étape de développement. C'est donc une étape qui est capitale et très importante. Et justement, j'ai envie de vous montrer pourquoi. Alors bon, le waveform, évidemment, c'est un peu un gros plat de spaghetti. Ici, c'est difficile de suivre ce qui se passe. Donc ce que je propose, on va juste regarder une fenêtre, et je vais isoler ici certains petits éléments. Donc si on regarde, voilà, j'ai isolé un mur, hein, on a des parties éclairées, des parties sombres, et ce qui est ici manifestement un élément de décoration lumineux, hein, rétroéclairé. Donc on va isoler tout ça pour pouvoir le regarder un peu plus précisément dans le waveform. Et j'attire votre attention du coup sur ces petites crêtes ici, ces parties un peu lumineuses, et le panneau qui lui est carrément rétroéclairé. Et donc on peut les voir, on peut les analyser ici dans le waveform. Je vois donc les petits points lumineux ici qui montent jusqu'à 512 à peu près. C'est comme ça qu'il est codé dans le rush. Et notre panneau lumineux rétroéclairé, lui, il monte à peu près à 768. Et donc on a ici un écart, hein, de ce qu'on appelle un écart de dynamique, d'exposition tout simplement. Il y a plus de lumière sur le panneau lumineux que ce qu'il y a sur le mur en béton qui est derrière.
Alors regardez si j'anime un petit peu ici la métadonnée ISO. Donc on est ici à l'ISO de tournage. Et donc notez si par exemple je baisse l'ISO, donc on va enlever un diaph. Voilà, le rush est tiré plus sombre d'un diaph. Et notez qu'on a toujours le même écart entre la hauteur du signal sur le mur et la hauteur du signal sur le panneau lumineux. Et en fait, je peux continuer à descendre. On va descendre ici 250, on enlève encore un diaph. Et notez qu'il y a toujours exactement 2 lignes d'écart entre les deux. Et on descend bas, très bas, on descend jusqu'à 125. Et on voit ici, on a toujours exactement le même écart de dynamique. Hein, le rush RAW, il garde une relation saine à la lumière. La même est vraie si on remonte. Hein. Notez si je remonte ici, on a toujours 2 lignes d'intervalle. Je vais remonter, je vais passer à 2000 par exemple. Hop, le signal est plus lumineux, à 5000, etc. Voilà. On peut monter. On a toujours 2 lignes d'écart. Si on fait évoluer ce nombre, cette métadonnée ISO, en substance, ce qu'on fait mathématiquement, c'est fidèlement ajuster l'exposition. Mathématiquement, ça se comporte comme si on ouvrait ou on fermait le diaph. Si vous ouvrez d'un diaph, chaque diaph sera devenu plus clair de 1 diaph, et donc l'écart entre les deux est respecté. Alors, je vais sortir ici, on va regarder maintenant toute l'image, appliquer la transformation IPP2 pour la transformer pour notre écran. Et donc là, ici, on a une image qui nous paraît crédible pour nous, spectateurs, qui le regardons sur un écran. Et ce qui est intéressant, c'est que si maintenant on anime ces valeurs ici, on va voir que l'écart qu'il y a ici, perceptuellement, c'est cette zone qu'on étudiait tout à l'heure ici, va rester le bon écart. Je peux descendre jusqu'à 125 ASA, et on voit on a toujours ce qui était l'équivalent de 2 lignes de hauteur ici d'écart de dynamique. Donc vraisemblablement au moins 3 ou 4 diaph. Et donc c'est peut-être bien qu'on regarde cette image ici, puisque là on a un tirage qui s'intéresse uniquement aux hautes lumières. Toutes les basses lumières sont tassées entre elles. Et ça, c'est quelque chose qui est assez spécifique du coup du workflow en log, c'est que la vaste majorité de la courbe se comporte de façon linéaire, mais le pied de courbe, lui, il vient s'enfoncer un petit peu. Alors, je vais rebasculer sur LUTCalc, revenir ici, et voir comment ça se comporte quand on ajuste l'exposition. Et donc, si je prends ce signal ici, notez qu'on a une grande partie toute droite, puis un pied de courbe un peu arrondi. Si j'enlève un diaph, j'assombris d'un diaph, j'ai toujours cette partie droite ici, mais le pied de courbe reste au même endroit. 2 diaph, 3 diaph, 4 diaph, 5 diaph. Mais si cette courbe descend, donc on est authentiquement en train d'assombrir, chacun des diaphs de dynamique devient plus sombre, sauf le pied de courbe, qui lui vient se tasser irrémédiablement vers les 10%. C'est comme ça que le Log3j10 est designé. Et ce comportement-là, il peut être un petit peu fastidieux quand on essaye de le reproduire en post-production. Donc si je reviens ici à mon image, ici on l'a posée à 1000 ASA, elle apparaît claire comme ça, que je ferme le diaph ou que je baisse l'ISO, visuellement c'est la même chose qui se passe. Et ça paraît vrai, ça ressemble à ce que ferait une vraie sous-exposition. Alors si on veut faire cette même opération, post-dévalorisation, post-transformation en log, je vais relaisser ma métadonnée ici à 1000 ASA, et maintenant essayer de reconstituer cet assombrissement. Alors il y a plusieurs outils, en tant qu'étalonneur on en connaît plein. Un de ces outils par exemple, ça serait de se dire tiens, on va baisser le gain. Bon, si je baisse le gain de l'image, mon image effectivement devient plus sombre. Le problème c'est qu'on commence ici à perdre énormément d'informations. Ce qui se passe c'est qu'on n'a pas respecté les écarts. En réalité si on se intéresse à juste cette petite zone ici, si j'enlève mon opération de gain, donc notez ici on a une ligne, 2 lignes d'écart entre les hautes lumières et les moyennes lumières. Mais si je baisse le gain, voilà, on a ici baissé, maintenant j'ai plus qu'une seule ligne d'écart. J'ai modifié le contraste intrinsèquement. Donc la manipulation du gain, ce n'est pas une bonne idée. Ce qui est une meilleure idée, quand on regarde l'image, c'est de se dire, tiens, on va bouger l'offset. L'offset, c'est prendre toutes les hautes lumières, les moyennes lumières et les basses lumières et les faire évoluer. Donc on a ici 2 lignes d'écart. Si je décale vers la gauche, voilà, j'ai baissé, j'ai enlevé ici une douzaine de points de tirage. Si on enlève encore des points de tirage, on a toujours exactement le même écart. Donc ça se comporte beaucoup plus comme le fait visuellement l'exposition. Mais ce que ça ne fait pas, c'est reconstituer le pied de courbe. Ce qu'on avait ici, où quand on assombrit l'image, on a toujours de l'information dans les ombres.
Cette information ici, elle est utile, hein, c'est intéressant à l'image. Ce qu'on a ici, quand on enlève des points de tirage, c'est qu'on a une partie significative de l'information de l'image. Vous allez voir ici surveiller la zone des ombres, qui va passer sous le 0. Et en passant sous le 0, ça n'est plus de l'information. C'est-à-dire qu'on fabrique des trous dans l'image. Si vous voulez récupérer ces informations-là, alors on est obligé d'ajouter un nouvel opérateur, en prenant juste les ombres, et de se dire ici, bon, on va donc essayer de relever un petit peu les ombres. Hein, l'idée en substance, c'est de reconstituer ce pied de courbe, pour refaire venir l'information hein, dans les ombres de l'image. Et donc c'est un peu laborieux. La leçon à retenir, en tout cas de ça, c'est que ça, c'est plus d'opérations. C'est pas que c'est infaisable, c'est faisable, et il se peut qu'on arrive à quelque chose d'assez satisfaisant, mais ça prendra plus de temps. Bon, j'espère en tout cas que ça vous paraît un peu plus clair ici, et pourquoi est-ce que c'est une bonne chose de développer son rush tant qu'il est encore en linéaire. Alors, on va remonter encore un peu en arrière, on va regarder la balance des blancs. Cette transformation se fait avant même la transformation dans l'espace de couleur intermédiaire de l'IPP2. Alors pour illustrer ça, je me suis dit, on a quelques images ici qui sont assez intéressantes. Si on regarde cette image ici, je vais peut-être au moins y balancer notre lutte médium-médium, et puis puisqu'on fait l'IPP2 correctement, je vais la chasser à la fin. Et donc on a ici une scène qui est assez intéressante parce qu'elle a clairement deux balances des blancs dans la même image. On en a une qui est ici sur le mur, puis une autre qui est ici à l'intérieur. Et donc ce que moi je trouve assez intéressant, c'est de se dire, tiens, mais on va essayer de balancer donc, cette lumière au sodium pour obtenir une neutralité là-dessus. Ça, si on veut le faire avec nos opérations d'étalonnage, c'est assez compliqué à faire en réalité, parce que ce sodium ici est très 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 loin de la balance des blancs de la caméra. Si on la regarde, par curiosité, on voit que la caméra était balancée à 3300 Kelvin au moment du tournage, et ce sodium doit être dans les 1500. Un truc de cet ordre de grandeur, 1500, 1600, 1700. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement chaud et orangé. Et si je veux neutraliser ça, c'est un peu un combat à faire. Si on le fait par exemple avec l'outil de Resolve, je vais prendre la pipette, on va l'amener ici, on va essayer de choper une zone comme ça qui paraît un petit peu neutre. Et puis voilà, on a à peu près neutralisé le mur, quoique il reste encore orange. Et ça c'est parce qu'on est arrivé au moins 4000, c'est la valeur maximale de Resolve. Resolve ne peut même pas aller plus loin que ça. Alors, bon, j'ai une petite astuce, peut-être mettre un deuxième outil et puis remettre un deuxième coup de balance dessus, et là, ça y est, on arrive à vraiment neutraliser cette zone. Donc là, on a plus trop de couleurs là-dedans. Mais si on prend un petit peu le temps de regarder l'image, elle a été assez massacrée. J'attire votre attention sur plusieurs zones. La première, c'est que selon la luminosité, en fait, ce qu'on a neutralisé, c'est là où on a pipeté. Cette zone-là, ici, cette frange-là, est devenue assez neutre. Je le vois ici dans mon petit waveform, c'est quelque chose finalement d'assez neutre. Mais dès que c'était un peu plus sombre, c'est devenu un peu bleuté. Si on regarde ici notre personnage, là, il est devenu complètement bleu. Alors c'est pas si étonnant que ça, bien sûr, parce qu'il est éclairé par l'intérieur qui est bleuté, mais c'est très 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 bleu. C'est trop bleu en réalité. Cette zone-là ici n'est même pas éclairée par l'intérieur et pourtant elle est bleutée aussi. Et ça, c'est dû à notre pied de courbe. Ça, c'est dû au fait que notre log 3G10 ici, il est à cet endroit-là très continu, et puis il se meurt dans un pied de courbe. Et quand on fait des opérations dessus, particulièrement des opérations de gain, ça se passe pas très bien. Autre chose sur laquelle je voulais vraiment attirer votre attention, c'est ces lumières ici, un peu bleutées, dans l'arrière-plan. Vous voyez ici comme elles sont, on dit qu'elles sont clippées. C'est du clip de gamut en fait, c'est-à-dire qu'elles sont hors gamut. On voit ici, c'est devenu un aplat bleu. C'est très visuel évidemment sur l'intérieur ici, où globalement il n'y a plus qu'une seule unique couleur là-dedans. Voilà. Donc, on a tordu l'espace de couleur au-delà de ce que le Red White Gamut RGB peut supporter, qui est dû en fait à une erreur. Si on reprend ici notre graphique, on voit dans l'ordre des choses, en fait, ça doit se faire avant la conversion en Red White Gamut RGB. Or nous, en décidant de le faire au moment de l'étalonnage, après le log, on le fait au moment où on a encapsulé en fait le rush dans un espace de couleur donné. Et il a beau être grand, il est vraiment très grand, il n'est pas infini non plus. Et le fait qu'il ait fallu que je double carrément les outils, une première correction ici, boum, jusqu'à moins 4000, et puis après on rajoute encore moins 880, ça va au-delà même de ce que Resolve a jamais prévu qu'on puisse pousser la balance des blancs.
ça a tordu l'espace de couleur, ça l'a fait sortir purement et simplement de son gamut. Voilà. Il n'y a plus aucune de ces couleurs ici qui soit codable dans le gamut. Et donc quand on applique la transformation derrière, on a un gros aplat ici qui se génère. Et donc ça, c'est délétère. Hein. Pour le corriger, on peut venir ici et puis peut-être travailler sélectivement sur le gamut, travailler sur les courbes, on prend le bleu, hein, c'est cette zone-là qui clip. Et donc voilà, si je venais baisser ici sélectivement jusqu'à trouver une valeur où on retrouve au moins une gradation possible. Bref, je suis à trois nodes déjà ici, hein, donc on est en train de bûcher le truc, mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Tout ce temps-là, on ne le passe pas sur autre chose au moment de l'étalonnage, et ça, c'est un peu dommage, parce qu'on a du RAW. Faire l'opération dans le bon ordre, on peut le faire. Hein, on a encore le RAW ici. Donc pour le faire dans le bon ordre, hein, pour appliquer la balance des blancs avant la conversion en weight gamut RGB, c'est au moment du développement. Je vais revenir ici à Resolve, et on va supprimer tout ce bordel. Voilà, hop, on repart avec notre image qui était trop chaude. Voilà, je reviens ici, et avant même d'attaquer l'étalonnage, avant de mettre des valeurs, je vais venir ici régler dans mon panneau de développement, hein, mon panneau caméra RAW ici, je vais venir régler ma température de couleur. Et donc observez ce qui se passe ici quand je baisse mes Kelvin. Voilà. On vient ici équilibrer. Évidemment, il va falloir travailler un petit peu sur la teinte aussi pour supprimer un peu cette grosse teinte verte, jusqu'à ce que on ait un mur à peu près neutre, quelque chose dans cet esprit-là. Et regardez ici la grande différence. Alors d'une part, l'opération, zéro opération d'étalonnage. Et plus important, regardez comme ça se propage de manière fluide. C'est-à-dire qu'on est ici sur des hautes lumières, des moyennes lumières, on descend progressivement vers les ombres, et tout le monde a suivi correctement la correction. Même cette partie ici, notez que la partie intérieure, hein, donc son épaule qui est éclairée par la lumière bleue, évidemment est bleutée, personne ne tombe des nues, mais la partie extérieure, hein, cette partie-là, elle n'est pas bleutée. Celle-là, elle est neutre. Elle est neutre puisqu'elle est techniquement éclairée par l'extérieur nuit au sodium. Et donc, cette opération ici était non seulement plus simple, au risque de me répéter, mais elle est aussi mathématiquement plus exacte. Elle produit une meilleure qualité sortie de la boîte. Et ça, c'est parce qu'elle est exécutée au bon moment, au moment où le rush est linéaire. On va se regarder juste un autre exemple ici. Quand on regarde ce rush-là, je vais le tirer pour mon écran. Et puis, on voit ici du coup que, avec la balance des blancs de la caméra, 5006, ces petites ampoules LED là, sont très orangées. Alors, voilà, on va se donner comme but, hein, c'est pour l'exercice évidemment, vous comprenez, hein, on va se donner comme but de pouvoir distinguer parfaitement le filament, et je veux équilibrer ce filament. Et donc là, on a la même problématique ici, j'ai une balance des blancs à faire. Si je devais la faire en étalonnage, on va attraper la balance des blancs à cet endroit-là, neutraliser ça. C'est super, j'arrive à neutraliser assez bien mon mur, mais regardez ce qui se passe au niveau du filament. Voilà, vous voyez ici, il y en a des teintes qui sont apparues. On pourrait les tirer plus sombres, enlever quelques points de tirage. Et voilà, on voit ici très exactement ce qui se passe avec notre filament. Alors on a équilibré le mur est devenu neutre, mais si on regarde le filament, il n'est pas de la bonne couleur. Les hautes lumières ici sont teintées. Le gamut clipping qu'il y a eu, il est presque irrémédiable. Ça va être du travail ce truc-là. Alors que, encore une fois, si je réinitialise ça, on va revenir ici à la débérisation. Et donc, on va le tirer un peu plus sombre, on va bien voir le filament. Ouais, ça c'est pas mal ça. On voit bien le filament. Et maintenant, si je veux corriger la couleur, je vais le faire au métadonnées. Voilà, on a encore un petit peu de verdâtre. Je vais supprimer ce truc-là. Et voilà, toute l'échelle de lumière. Notez, hein, les hautes lumières ici, c'est blanc. Les moyennes lumières, c'est blanc. Les noirs sont blancs. Tout est devenu neutre. Hein, tout est devenu parfaitement neutralisé. Si ce n'est monochrome d'ailleurs. On a quelque chose. Donc notez la simplicité de l'opération et l'exactitude de cette opération. Elle produit le résultat escompté. Alors, c'est vrai que DaVinci Resolve n'a pas d'option pipette pour la balance des blancs. Je le regrette. Sachez que Red CineX a une pipette. Voilà, je peux reprendre ici la pipette, mettre un petit coup et clouc. Voilà. Red CineX nous fait la balance des blancs est notée 1700 Kelvin, moins 6 de teinte. L'image est neutralisée et elle est propre. Vous voyez à quel point elle est propre. C'est exactement l'image d'origine ici. On est face à l'image, on est face à la scène. Cette scène est maintenant fidèlement reproduite. Et donc c'est peut-être du coup l'occasion de voir que Red CineX, c'est un super outil de développement.
si on regarde ici, on a donc ce nouveau développement. Donc on a pipeté ici la balance des blancs. Ça, on va pouvoir venir ici et le sauvegarder avec le RMD. Et donc du coup, ça devient le développement du rush, ça devient les nouvelles métadonnées du rush. Voilà, alors je sais pas, peut-être c'est beaucoup de mots pour quelque chose finalement d'assez simple, en tout cas en termes de conseils. J'espère que ça va vous aider en tout cas à vous y retrouver un petit peu, à comprendre les étapes logiques, ce que j'appelle le développement du rush. Voilà. Il y a de très bonnes raisons pour s'y attarder. Ce sont des raisons à la fois pratiques et des raisons qualitatives. C'est ce qui va vous permettre d'obtenir la meilleure qualité possible de ces rushs, et ça en conjonction d'un workflow IPP2 complet. Donc ça sera tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je tenais à remercier Serial B qui, encore une fois, nous a accueillis dans son laboratoire, dans de très très bonnes conditions. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Et comme toujours, si vous souhaitez être notifié, n'hésitez pas à vous inscrire comme ça sur les réseaux. Et on vous préviendra au moment de la mise en ligne du prochain épisode. D'ici là, je vous dis à bientôt.